Nous allons maintenant parler du phénomène le plus énergétique qui arrive sur nos côtes, la houle. La houle, associée au courant généré par le vent, est le phénomène le plus porteur d'énergie ayant un impact sur l'érosion côtière et le transport de sédiments. La houle est un déplacement vertical de la surface de la masse d'eau qui résulte en un transfert d'énergie du vent à l'eau de surface. La houle va être régulière et va se propager dans la direction du vent. Vous avez un exemple sur la figure qui est ici. Donc l'énergie du vent est transformée en énergie potentielle du fait du déplacement de l'eau autour du niveau moyen de la surface libre ici, et également en énergie cinétique des particules d'eau qui vont suivre un mouvement orbital. Donc les mécanismes de transfert d'énergie là, entre le vent et la houle ne sont pas toujours actuellement totalement explicités. Donc selon la théorie de Airy, les particules décrivent des orbites circulaires qui vont diminuer de taille avec la profondeur. Donc, contrairement aux idées reçues, vous voyez bien que ici les particules fluides ne vont pas se déplacer. En moyenne, elles vont rester toujours autour de cet axe. Il n'y a donc pas de transfert horizontal de matière du fait des vagues. On verra plus tard que les vagues vont être responsables de la génération de courants qui, vont permettre de transporter du sédiment. Le diamètre de l'orbite, ici, décrite par les particules à la surface, est égal à la hauteur de l'onde, la hauteur des vagues. Le diamètre de l'orbite décroît exponentiellement avec la profondeur et devient négligeable à une distance environ de une longueur d'onde sur 2, une longueur d'onde étant décrite d'un maximum à un autre maximum. On va donc définir ce qu'on appelle l'eau profonde quand la profondeur est plus importante que L sur 2. Donc là, on parlera d'hypothèse d'eau profonde quand le fond ne vient pas perturber le déplacement des particules d'eau sous l'influence des vagues. Donc une fois que votre tempête ici aura généré les vagues, ça va générer des vagues de toute taille, toute amplitude, toute période, qui vont se propager dans le sens du vent et qui vont se déplacer jusqu'à la côte. Ces vagues vont finir par arriver sur des zones où la profondeur est moins importante. Quand la profondeur est moins importante, cette profondeur va empêcher l'influence des vagues, l'influence naturelle des vagues sur l'eau, qui crée donc ces vitesses jusqu'à une profondeur d'environ L sur 2, donc la longueur d'onde sur 2. De ce fait, on va venir écraser, on dit qu'on écrase les orbitales. Donc les extensions, vous le voyez, horizontales des orbitales augmentent légèrement et surtout au fond, on va seulement se retrouver avec un déplacement de va-et-vient. Dans le cas extrême où on se retrouve avec une profondeur inférieure à une longueur d'onde sur 20, on va dire qu'on est dans l'hypothèse eau peu profonde. Dans ce cas, on a écrasé un maximum les orbitales au point que l'extension horizontale des orbitales est la même partout avec toujours ce mouvement de va-et-vient au fond. Donc, eau profonde, eau intermédiaire, eau peu profonde. On définit une onde de quelle manière? On la décrit, donc je vous l'ai dit, avec sa longueur d'onde, mais aussi avec sa période. Donc sa période, ça va être le temps qu'un maximum met à passer par ici et qu'un autre maximum arrive, une période d'onde. La vitesse de l'onde est alors définie par C égale la longueur d'onde sur T la période. Pour les vagues, on a ce qu'on appelle la relation de dispersion qui décrit cette vitesse. Cette vitesse étant donc racine de G, L, G étant la gravité, sur 2π, tangente hyperbolique 2πh sur L, h étant la profondeur d'eau. Dans le cas où h, la profondeur, est très grande par rapport à L sur 2. Donc c'est ce qu'on avait dans le cas eau profonde. Dans ce cas-là, tangente hyperbolique va tendre vers 1. Et la vitesse donc de l'onde peut être directement écrite comme racine de GL sur 2π. Ou bien, si on l'écrit en remplaçant T dans cette expression, on peut l'écrire ainsi. En eau profonde, C va être égal à GT sur 2π directement. En eau peu profonde, si je reprends mon expression, en eau peu profonde,
c'est l'inverse. H va être petit par rapport à L sur 2, puisque H va même être plus petit que L sur 20. Dans ce cas, on a un nombre très petit ici. Tangente hyperbolique de quelque chose de très petit, c'est égal directement à 2 πh sur L. Donc, si on sort de πh sur L de tangente hyperbolique, on obtient simplement C égale racine de GH. Donc, la vitesse à la côte en eau peu profonde des vagues est égale à racine de GH. Je vous ai également écrit ici CG égale 1 demi de C et CG égale C. Qu'est-ce que CG? CG, c'est la vitesse de groupe des vagues. Qu'est-ce que la vitesse de groupe? La vitesse de groupe, c'est la vitesse à laquelle se propage l'énergie des vagues. C correspond alors à la vitesse de phase. La vitesse de phase correspond à la vitesse que vous voyez, la vitesse que vous observez quand vous regardez une crête de vague arriver vers vous. J'ai une petite vidéo pour vous montrer ça plus précisément. Alors, je la remets en route. Un instant. Donc ici, vous voyez le point rouge qui se déplace à la vitesse de phase et vous voyez les points verts qui se déplacent à la vitesse de groupe. Donc vous voyez que le point rouge se déplace en effet à une vitesse plus rapide que la vitesse de groupe qui est ici modélisée par les points verts. Ici, on est dans le cas eau profonde où la vitesse de groupe est égale à la moitié de la vitesse de phase. Quand vous êtes en eau peu profonde, et c'est ce qui va nous intéresser davantage dans le cadre de ce cours, quand vous êtes en eau peu profonde, donc en zone côtière, votre vitesse de groupe est égale à votre vitesse de phase. Si on reprend les différentes zones sur la côte, les vagues arrivent. Ici, on est en zone profonde. Vous voyez que les vagues ne sont pas perturbées par le fond. Zone profonde, on va arriver dans une zone qu'on va appeler la zone de shoaling. C'est la zone de levée des vagues. Donc ici, les vagues en premier lieu vont avoir un effet, du fait du fond, vont peu à peu gagner en hauteur pour conserver leur énergie. Elles gagnent en hauteur, le haut de la vague va commencer à aller plus vite que le bas de la vague, c'est-à-dire la partie qui se trouve au fond, et au bout d'un moment, cette vague va être déstabilisée. Donc ici, on est dans la zone de shoaling, la zone de levée des vagues, jusqu'à la déstabilisation. Cette instabilité va faire que la vague, le haut de la vague, va passer par-dessus la vague, donc on va déferler. On est dans la zone de déferlement des vagues, qu'on appelle la zone de surf. Donc dans cette zone de surf, c'est ici que nous allons progressivement, de la zone de shoaling à la zone de surf, passer à une eau qui est peu profonde. Enfin, nous arrivons dans ce qu'on appelle la zone de swash. C'est la zone où les vagues ont déjà déferlé, sont arrivées sur la plage, et on va avoir ici une zone qu'on appelle la zone de balancement des vagues, qu'on appelle aussi la zone de jet de rive. C'est la zone où vous voyez les vagues osciller sur la plage, donc la zone de swash. On parle de différentes vagues. Pour l'instant, j'ai parlé de vagues monochromatiques, mais en réalité, comme on pouvait le voir dans la petite vidéo, les vagues, ça va être une somme, encore une fois, de sinusoïdes, comme on avait pu le voir avec la marée. Une somme de plusieurs houles qui vont agir ensemble, être influencées avec les autres, se sommer, se soustraire. Et donc, il y a différentes interactions à prendre en compte entre les vagues. Donc, pour construire ce qu'on va appeler un train de vagues, ou un état de mer, ça va se faire à partir de différentes houles formées sur diverses mers de vent. Vous allez avoir du vent à différents endroits, et puis les houles vont venir se rencontrer et s'additionner ou se soustraire. Vous allez avoir ce qu'on appelle les interférences constructives. Imaginons le cas idéal de deux houles de même longueur d'onde, comme celle-ci par exemple, qui sont en plus en phase, c'est-à-dire qu'elles ont leur hauteur maximum en même temps, avec aucun changement de vitesse. Vous allez créer une houle 2 fois plus grande. A l'inverse, si on reprend le même cas ici, deux houles de même longueur d'onde, mais ce coup-ci en opposition de phase, c'est-à-dire que quand celle-ci est au maximum, celle-ci est à son minimum, on va créer un cas extrême où on annule la houle. Enfin, quand on a, ce qui arrive plus probablement,
un mélange de deux houles différentes hauteurs, différentes longueurs d'onde, vous allez avoir un état de mer plus naturel avec des vagues de différentes hauteurs, de différentes périodes qui vont se succéder. Donc les effets vont s'annuler ou s'ajouter en fonction des différentes phases que vous avez dans le signal. Alors comment est-ce qu'on fait pour observer tout ça? Vous avez un exemple ici de mesure qu'on peut faire encore une fois avec un capteur de pression. Avec ce capteur de pression que vous allez venir mettre in situ, donc sur le terrain, vous allez venir observer dans le temps, alors ici on est en secondes, on a environ 300 secondes, donc 5 minutes de signal, un déplacement vertical. Ici vous voyez qu'il fait quand même plusieurs mètres. Là c'est des belles vagues que vous avez, 0, 2 mètres, quasiment moins 2 mètres, etc. Donc vous voyez qu'on n'est pas sur de la sinusoïde magnifique comme j'avais montré tout à l'heure. En in situ, on va avoir beaucoup plus de fluctuations, d'irrégularités, parce que vous avez une somme de beaucoup de sinusoïdes différentes ensemble. En premier lieu, on va venir définir la hauteur et la période de chaque vague. Comment est-ce qu'on va définir une vague? On va la définir d'un 0 en descendant. Donc quand est-ce que je croise 0 en descendant, par exemple, jusqu'à la prochaine fois où je croise 0 en descendant. Vous allez me dire, pourquoi on ne le fait pas en montant? Vous pouvez le faire en montant. J'aurais très bien pu définir entre le 0 quand je monte jusqu'au 0 où je monte. Ça s'appelle les méthodes de zéro crossing. Alors on fait soit du upward zéro crossing, soit du downward zéro crossing. Vous pouvez comparer les deux. Au final, on ne va pas garder ces données. Cette donnée-là permet d'avoir une statistique peu pertinente sur une seule vague de hauteur et de période. On va venir faire ça sur tout notre signal. Et donc, on va avoir une distribution statistique de hauteur et de période qui va nous donner le graphique que vous avez à côté avec le nombre d'occurrences de chaque hauteur, par exemple ici, avec très peu d'occurrences de vagues de 14 mètres, mais beaucoup d'occurrences de vagues de 3 mètres. Donc ici, la hauteur modale, c'est-à-dire la hauteur que vous avez au maximum, qui a le plus d'occurrences, c'est donc une hauteur de 3 mètres. Mais ce n'est pas cette hauteur moyenne, modale, que nous allons considérer ici. Nous allons considérer en réalité la hauteur qu'on appelle la H1 tiers, ou la hauteur significative, qui est la moyenne du tiers des plus hautes vagues. Alors pourquoi est-ce qu'on considère la moyenne du tiers des plus hautes vagues? Parce que, historiquement, quand les marins allaient en mer et qu'ils observaient les états de mer, ils arrivaient à estimer la hauteur de l'état de mer, la hauteur moyenne de l'état de mer qu'ils observaient. En réalité, la hauteur qu'ils pensaient moyenne de l'état de mer qu'ils observaient, celle qui leur permettait de savoir s'ils pouvaient sortir avec leur bateau, si c'était dangereux ou non, correspond à ce H1 tiers. C'est pour ça qu'on parle de hauteur significative. C'est une hauteur qui est significative pour les activités marines. Donc on a gardé cette définition-là de H1 tiers. Maintenant, en faisant nos mesures, on parle de HS ou H1 tiers. Et donc ici, vous voyez, c'est plus de 3 mètres qui va nous intéresser, c'est cette valeur de 6 mètres qui va nous intéresser. Ensuite, on va définir une période moyenne et on peut définir également une période pic. Alors la période pic, ça va être quoi? Ça va être la période qui revient aussi le plus souvent. Là, on a défini les choses, vous voyez, en regardant juste chacune de nos petites ondes. Je vous ai dit aussi que notre houle, c'était une somme de sinusoïdes, somme d'un grand nombre de composantes sinusoïdales. Et de quoi on a parlé avec la marée tout à l'heure? On a parlé du fait qu'on pouvait décomposer notre signal avec tous nos signaux sinusoïdaux. Si on reprend ici, par exemple, un certain niveau d'eau, je peux venir le décomposer en différents signaux sinusoïdaux. Alors je vais faire plutôt l'inverse, je vais partir du signal noir, qui est un signal unique sinusoïdal. Je lui ajoute une composante sinusoïdale, j'obtiens le signal rouge. Je lui ajoute une autre composante sinusoïdale, j'obtiens le signal vert. Et je lui ajoute enfin une dernière composante sinusoïdale et j'obtiens le signal bleu ici. Comment est-ce qu'on fait pour représenter toutes ces sinusoïdes et toutes ces composantes et leur amplitude associée en réalisant un spectre? Un spectre va représenter l'énergie, comprenez l'amplitude, de chaque composante en fonction de la fréquence de cette composante. Ici,
dans ce spectre-là qui est assez fourni, vous avez différentes composantes. Donc une composante, vous voyez, à 0,25 Hz, 0,2 Hz, 0, enfin, les gradations sont assez petites. Vous avez 5 gradations, donc vous avez des gradations tous les centièmes, je pense, avec l'amplitude associée. Et ce qu'on va appeler la fréquence pic, ou la période pic, si vous faites l'inverse de la fréquence, c'est ici, c'est celle où vous aurez le pic, c'est-à-dire l'amplitude la plus grande, c'est celle où vous aurez le plus d'énergie qui sera contenue. Donc ici, on a le maximum d'énergie qui se trouve dans environ 0,07. Donc 0, on a 10 secondes, donc ici on doit être à 13 secondes, quelque chose du genre, pour notre période pic. On ne représente pas en général les choses en termes d'histogrammes, on lisse un peu les choses et on se retrouve avec des spectres plutôt de cette manière, où en fait c'est comme si on n'avait pris qu'un point pour chaque histogramme pour lisser la courbe. Et donc nous avons ici un premier pic qui représente une houle un peu longue, un second pic qui représente plutôt une mer de vent, et puis on voit un autre pic caché ici d'une mer de vent encore. Alors comment je différencie un peu où les mers de vent? Là, c'est pas très clair. Alors quand on est en Bretagne, une houle, c'est-à-dire ce sont des vagues qui sont longues pour la zone où vous vous trouvez et qui viennent de loin, qui ont été capables par exemple de traverser un océan. Si vous avez un cyclone qui se produit de l'autre côté de l'océan Atlantique, 2 jours après, vous allez avoir une belle houle longue, bonne pour les surfeurs, qui arrive jusqu'à chez nous. Cette houle, quand je dis qu'elle est longue, donc elle a une grande longueur d'onde et également une période, ici vous voyez, une fréquence qui va être basse, donc une période qui va être longue. On va dire qu'ici, je ne vois pas très bien, mais je pense qu'on est à 15-20 secondes ici de période. Voilà pourquoi je dis que ce sont des houles longues. Donc la houle est plutôt caractérisée en Bretagne par des périodes qui vont être supérieures à 10 secondes. En dessous de 10 secondes, on va parler plutôt de mer de vent. Une mer de vent, ce sont des vagues qui ont été générées localement. Comment est-ce qu'on le sait? En général, c'est parce que vous allez avoir une mer qui va être agitée avec des vagues qui peuvent aller dans différentes directions en même temps, parce que le vent les a générées dans plusieurs directions et que vous n'êtes pas suffisamment loin pour avoir eu un temps de propagation qui permette de dissiper toutes les ondes courtes, puisque les ondes courtes se dissipent beaucoup plus vite que les ondes longues, mais on en parlera plus en détail durant le cours. Ici, je vous fais surtout un résumé. Donc ici, on dirait qu'il y a un pic ici, un second pic, un troisième pic, donc potentiellement 3 sources de génération des vagues. Maintenant, si on regarde à cette bouée directionnelle, ici, je n'ai pas l'information de la direction. Dans quel sens vont mes vagues? Dans quel sens elles se propagent? Je ne sais pas. Donc, j'ai besoin d'avoir recours à des données directionnelles, des données qui vont me dire en plus dans quel sens les vagues se propagent. Avec un capteur de pression, j'ai seulement accès à la fluctuation au-dessus du capteur, sans savoir du tout avoir de notion de direction. Avec une bouée directionnelle qui va en plus se déplacer horizontalement, vous avez cette notion de direction. Et alors, si vous regardez bien, vous avez la partie onde longue qui se situe ici, donc qui se déplace dans ce sens-là. Vous avez la première mer de vent ici, le petit 1, je ne sais pas si ça se voit bien, qui se déplace de cette manière. Et puis, vous avez le petit 2 qui se déplace de l'autre manière. Alors, je me suis trompée, pardon, parce que j'ai mal regardé. Mon axe de fréquence, ici, ce sont les houles longues. Ici, 0,3, ce sont les houles courtes. Donc, en réalité, les ondes longues, c'est le 2. Le 1, c'est encore une mer de vent. Et puis ici, on a une mer de vent aussi, qui est beaucoup plus bruitée d'ailleurs, plus on va vers des hautes fréquences. Et donc ces vagues, quand elles vont arriver à la côte, elles vont arriver avec différentes directions sur la côte, et elles peuvent être réfléchies par la côte. Vous avez déjà entendu parler de réflexion. En fait, les vagues, c'est juste une onde qui transporte de l'énergie, comme de la lumière, comme du son. Et donc, on va avoir les mêmes phénomènes, réflexion, réfraction et diffraction, quand vous allez venir interagir avec le milieu. Alors, la réflexion, c'est assez rapide à comprendre. Vous avez une onde incidente qui va arriver par exemple sur un mur ou sur une côte. Et donc, vous allez avoir une onde qui va être réfléchie en partie, avec un même angle, ici, avec l'obstacle.
La réfraction, j'y reviens juste après, c'est un peu plus compliqué. La diffraction, vous avez une onde incidente qui va arriver sur un objet présentant un angle abrupt qui va avoir une taille caractéristique de l'ordre de la longueur d'onde de l'onde incidente. Dans ce cas-là, vous allez redistribuer l'onde dans toutes les directions. Et donc en faire, vous voyez ces arcs de cercle ici, ou ici, si vous avez seulement un côté, les arcs de cercle vont se produire seulement à l'arrière de l'obstacle. Donc important de connaître les phénomènes de diffraction pour prendre en compte justement ces effets-là où la houle va venir potentiellement se dispatcher partout à l'arrière d'une zone qu'on voulait abriter. Typiquement avec une digue qui devait abriter une zone abri pour des bateaux, pensez aux effets de diffraction. Enfin, la réfraction, à quoi ça correspond? Ça correspond au fait que, en changeant de milieu, une onde optique, si on revient à l'optique, une onde optique va changer de direction. Alors dans le cas des vagues, qu'est-ce qui va permettre de changer de direction à des vagues? Alors je vous rappelle, la célérité des vagues, ça s'écrit comme racine de GH quand vous êtes en eau peu profonde. Racine de GH, ok. Donc imaginons maintenant ici toute votre houle. Ici vous avez, imaginons la crête de vos houles, ici. Les lignes pointillées, ce sont des lignes isobates. Isobate, isobatimétrie, même niveau, même profondeur, même niveau de bathymétrie, même profondeur partout sur cette ligne. Donc j'en conclus que ici, la houle se trouve à un endroit qui est plus profond, et ici, la houle se trouve à un endroit qui est moins profond. On se rappelle C égale racine de GH, cela signifie donc que là où on est plus profond, on se propage plus vite. Là où on est moins profond, on se propage moins vite. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez, je me propage plus vite ici qu'au niveau de mes doigts ici. Je vais avoir tendance à tourner. Ma ligne de crête va avoir tendance à tourner. Et en tournant, elle va avoir tendance à faire quoi? Elle va avoir tendance à venir s'aligner avec les isobates. Parce qu'une fois qu'elle sera alignée, on aura la même profondeur partout, puisqu'on est le long d'une isobate. Et donc plus de différence de vitesse sur ma ligne de crête, tout le monde va continuer à la même vitesse. Donc mes lignes de crête vont avoir tendance à s'aligner avec les isobates, du fait de cette variation de vitesse le long de la ligne de crête. Donc c'est ce qu'on appelle la réfraction. Ce n'est pas instantané, vous n'avez pas votre ligne de crête qui va varier instantanément, mais c'est néanmoins notable quand vous êtes ici, par exemple dans une baie, vous allez avoir toutes vos orthogonales de houle qui vont s'écarter. Les orthogonales de houle, ce sont tous les traits qui sont orthogonaux à mes crêtes ici. Vous voyez qu'ils vont avoir tendance ici, si j'écris toutes mes lignes et que je les suis pour essayer peu à peu de les rendre perpendiculaires aux isobates, je vais les écarter peu à peu. Imaginez que l'énergie contenue dans un rectangle ici va être contenue dans un rectangle bien plus grand, arrivé dans la baie. Donc au final, moins d'énergie par mètre carré, une densité d'énergie qui va être plus faible arrivée dans la baie. Donc une divergence de l'énergie de la houle et une zone calme, avec une tendance à la sédimentation dans la baie, puisque nous avons moins de densité d'énergie, du fait de la réfraction. En revanche, si je faisais le même exercice au niveau d'un cap, j'en cherche un, il y en a un ici, vous voyez qu'au final, les lignes vont avoir tendance à se regrouper, donc ce n'est pas forcément très clair ici, mais les lignes s'étaient écartées, mais au final elles se regroupent. Donc on va avoir une quantité d'énergie qui va être sur une plus petite zone, donc une densité d'énergie plus importante par mètre carré. Donc au niveau des caps, on va avoir une concentration des orthogonales de houle. Vous avez tout cela qui est schématisé là, avec une convergence de l'énergie et une tendance à l'érosion. Donc tout ce qu'on peut garder, c'est plutôt ce qui est rocheux, ce qui est solide. Donc on fera un petit exercice où je vous montrerai en classe ces histoires de réfraction. Ici, c'était juste pour essayer de vous expliquer un peu mieux. Enfin, donc je finis sur la diffraction à nouveau avec cette courbure là. Donc des fronts d'onde autour d'un obstacle vertical à bord libre. Donc imaginons une houle qui se déplace selon les lignes bleues ici, enfin avec des crêtes qui sont le long des lignes bleues, qui se déplacent vers la côte. Si vous essayez de créer une zone abri par là, vous risquez quand même d'avoir, du fait de la diffraction,
de la houle qui va venir générer de l'érosion à cet endroit-là. Donc c'est un phénomène qui est commun le long des ouvrages portuaires, c'est très connu ce changement de direction. Il est donc à prendre en compte sérieusement si vous devez essayer de concevoir des ouvrages. Enfin, je voulais aborder rapidement avec vous la notion de vague infragravitaire. Juste une définition. Donc les ondes infragravitaires, ce sont des ondes basse fréquence qui vont être entre 0,003 Hz et 0,04 Hz. C'est ce qu'on appelle des ondes qui sont liées au groupe de vagues. Si vous venez sommer deux vagues F1 de fréquence F1 et F2 qui vont être relativement proches, reprenez vos formules de Trigo, vous allez voir qu'en sommant un cosinus avec une certaine fréquence plus un cosinus avec une autre fréquence, vous allez pouvoir écrire ça comme cosinus de la fréquence moyenne des deux fois un cosinus de la différence des fréquences. Vous allez obtenir donc un phénomène où vous allez retrouver une fréquence de l'ordre de la fréquence des vagues que vous aviez au départ avec une porteuse d'ondes de fréquence plus basse. C'est cette porteuse-là qu'on va appeler l'onde infragravitaire. Elle peut contenir beaucoup d'énergie, elle va contenir l'énergie de nos vagues et créer des forts jets de rive à la côte. Ces forts jets de rive pouvant être dangereux, je vous invite à aller voir la vidéo qui est ici, qui montre justement un battement de houle normal, naturel, je dirais, habituel sur une plage, et tout d'un coup, une onde infragravitaire qui arrive. Donc les ondes infragravitaires représentent beaucoup le battement que vous voyez à la plage. Vous avez quelques vagues petites, et puis tout d'un coup, quelques grosses vagues, et puis des vagues un peu plus petites, et puis quelques grosses vagues. C'est là que vous voyez le battement lié aux ondes infragravitaires. On en parlera davantage en classe. Merci.